Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce mercredi. Le Premier ministre Patrick Achi a accordé une audience au sous-secrétaire général des Nations Unies, par ailleurs secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. Sur cette audience, des précisions en début de journal avec notre reporter Alexis Ouedraogo. À Bingourou, une saisie importante a été opérée par les agents de la direction régionale des douanes au poste douanier de la frontière de Takikro. Un camion contenant plus de 2 tonnes de cannabis. Le camion provenait du Ghana voisin. Au Niger, organisé par l'Union africaine et les Nations unies, le 3e sommet des filles africaines s'est ouvert hier mardi à Niamey en présence du président Mohamed Bazoum. Il s'étendra sur 3 jours, un sommet pour se pencher sur les violences auxquelles les jeunes filles sont confrontées sur le continent. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Si vous ne le saviez pas, plus de 250 millions de personnes sont touchées par la disparition des terres en raison de la désertification. Et selon les Nations Unies, 42 milliards de dollars de revenus sont perdus annuellement dans les zones directement affectées par le phénomène. Le Premier ministre Patrick Achi a accordé une audience au sous-secrétaire général des Nations Unies, par ailleurs secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. Les précisions d'Alexis Ouedraogo. Vagues de chaleur intense, inondations incontrôlables. La planète victime des agressions des modes de vie réagit avec des conséquences importantes, notamment sur la productivité des terres. Si les terres se dégradent, on affaiblit notre capacité à produire et donc on affaiblit notre économie. 99% de notre aliment vient de la terre. On n'a souvent pas fait le lien entre les habits que nous portons et la terre. Vous savez que le coton est produit sur terre. C'est une des activités agricoles les plus importantes dans le monde et c'est aussi une activité qui peut entraîner la dégradation des terres. Nous devons assurer que les générations à venir, nous leur léguons aussi quelque chose qui leur permettra de s'épanouir. Ce mercredi, à la primature, le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification est venu échanger avec le chef du gouvernement. La Côte d'Ivoire enregistre un taux de déforestation élevé, d'où son engagement à abriter la conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. La 15e session aura lieu ici au mois de mai 2022. C'est un grand événement, c'est probablement pour nous la première fois en tant que Nations Unies que nous organisons une conférence d'une telle ampleur sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est un grand honneur pour moi d'avoir la confirmation du Premier ministre que cet événement aura lieu. À ce jour, 3 sur 4 hectares de terres immergées dans le monde restent impactés par l'homme. On ne le dira jamais assez, lorsqu'une information n'est pas vérifiée, recoupée avant d'être relayée, elle est assurément source de malheur et de difficultés. Ce fut le cas dans la ville d'Abangourou où une rumeur annonçant la mort d'un motocycliste qui voulait échapper à un contrôle de routine de la police a suscité de vives réactions, occasionnant violence dans la ville. Informé de ces violences, le ministre-gouverneur du district de la Comoé s'est rendu chez la victime pour lui apporter sa compassion avant d'engager une rencontre à la préfecture avec les populations et les responsables des forces de l'ordre pour apaiser le climat social. Herman Yamia. Le ministre-gouverneur du district autonome de la Comoé, Okati Adaou Dabengourou, pour apporter sa compassion aux motocyclistes au centre des violences qu'a connu la ville d'Abengourou le lundi 15 novembre. C'est un homme mal en point mais vivant que Pascal Abina Kwaku a trouvé au domicile de ses parents. Selon son frère qui a expliqué ce qui s'est réellement passé, c'est un contrôle de routine de la police qui a mal tourné. Il a pris la moto à l'eau de son collègue, il a acheté la pièce en ville. Mais à son retour, ça a trouvé que sur le feu du royaume, ça a trouvé qu'il y avait le corps habillé qui contrôlait. Il a la grande surprise, le feu était rouge, donc il a garé. Mais le corps habillé venait vers lui, mais plus qu'il ait tourné le dos, il ne savait pas qu'il y avait derrière lui. Donc il est venu faire, dès qu'il voulait décoller, les dernières voitures qui sont quittées à gauche, tu devais tourner. Les dernières voitures, c'est un qui a pris parce que le corps habillé a saisi la moto par derrière pour ne pas qu'il s'échappe. Maintenant, on voulait le regarder, il était déjà distrait. C'est ça, maintenant la voiture a pris. C'est à la suite de cet incident que la rumeur l'a annoncé pour mort, ce qui a provoqué les violences qui ont duré toute l'après-midi du lundi jusqu'à minuit. Après Adaou, le ministre-gouverneur s'est aussi rendu au domicile d'un autre blessé qui, lui, est une victime collatérale de cette crise.
Pour apaiser le climat social, Pascal Abina Kwaku a rencontré les populations et les responsables des forces de défense et de sécurité. Il est apparu clairement au cours des échanges que l'incident avec le motocycliste a été le prétexte pour les populations d'exprimer leur ras-le-bol contre les comportements de certains éléments des forces de sécurité. Pascal Kwaku Abina a appelé toutes les parties à l'apaisement avant de leur rappeler que les violences n'honorent pas cette ville connue pour être une cité tranquille. Pour l'avenir, nous devrions être unis, nous devrions être ensemble pour que cette ville mérite son nom de ville de la paix. Malheureusement, hier, ce n'a pas été le cas, mais on doit se rattraper pour faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais ce genre de comportement désobligeant. Le calme est revenu dans la ville d'Abengourou et les activités ont repris comme à l'accoutumée. Et direction le centre de la Côte d'Ivoire et le message de la cohésion sociale qui a été une énième fois porté et prêché par 4 ministres de la République au cours d'une cérémonie d'installation d'un nouveau chef. Les faits se sont déroulés au village de Nzouessi, commune de Yamoussoukro. Les ministres Amédée Kouakou, Souleymane Diarra-Souba, Bertin Kouadio-Konan et Augustin Thiam, un ministre gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, des populations exhortées à accompagner dans leur quotidien les efforts du chef de l'État, Alassane Ouattara, pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous dit Soro Corona. Respect du mode de désignation du chef et de gestion du village de Nzouessi, commune de Yamoussoukro. Mode de désignation basé sur une rotation dans les 4 quartiers du village. C'est le respect de ce processus qui porte Nana Adi Kofi Akwa II à la tête de Nzouessi. Il est intronisé dans la pure tradition à Caen en présence des 4 membres du gouvernement. Tout en saluant l'union des populations dans le choix du chef, le ministre Amédée Kouakou appelle au respect de l'autorité coutumière. C'est de prier pour que le chef puisse accomplir sa mission, qui est de se mettre au service des populations de Nzouessi. Le ministre gouverneur Augustin Thiam a pour sa part salué les nombreux efforts déployés par le président de la République Alassane Ouattara afin que la paix soit palpable et ressentie dans le quotidien des Ivoiriens. Nous sommes conscients de tous les efforts qu'il déploie pour la paix. Nous sommes conscients de tous les investissements qui sont réalisés ici à Yamoussoukro. Et dites-lui simplement que nous lui disons merci. Cela fait 11 ans que nous vivons dans une paix continue et que grâce à cette paix, le pays avance. Le parrain de cette cérémonie d'intronisation a mis un point d'honneur sur les notions de cohésion, d'amour et de développement. Les chefs traditionnels sont invités par les ministres Bertin Kounan-Kouadio et Souleymane Diarra-Souba à être les relais des actions du gouvernement au plan local pour la promotion de la cohésion sociale et la paix. Dans un village, il n'y a pas de paix autour du trône. Comment voulez-vous donner des leçons aux enfants et aux femmes du village? Je voudrais inviter toutes nos têtes couronnées à demeurer les garants de la paix et de la cohésion nationale et surtout dans la ville du président Félix Houphouët-Boigny, dont la grande sagesse a permis de s'aimer les graines de la paix. Nana Adi Kofi Akwa II est le 9e chef du village. Nzouessi est composé des quartiers de Kekreno, Nguessankoro, Afouekoro et Lomo. Un reportage signé Soro Corona et retour à Abidjan. Sur ce plateau, nous avons un invité, Monsieur Louis Dreyfus. Vous êtes le président du directoire du groupe Le Monde et vous êtes avec nous donc ce 13h. Merci d'être avec nous, de nous avoir rejoints pour cette édition. Merci Monsieur Guivet. Alors, le groupe Le Monde, à quoi renvoie-t-il, dites-nous? Le groupe Le Monde, c'est le premier groupe média indépendant francophone avec, pour ce qui est du Monde, 500 journalistes et au total 1600 salariés qui dédient leur travail à produire une information très indépendante et très rigoureuse, ce qui est aujourd'hui de plus en plus rare compte tenu du volume de fake news que vous pouvez voir un peu partout. Alors, votre groupe s'oriente vers l'Afrique et plus précisément vers la Côte d'Ivoire. Quelle est la nécessité de cette orientation? Quelles sont les raisons, si vous voulez? Dans l'histoire du monde, à plusieurs moments, on a cherché à développer une audience africaine en considérant qu'on avait des contenus qui pouvaient intéresser les audiences africaines. Mais produire et distribuer un journal papier, évidemment, en Afrique, était très compliqué.
le distribuer parce qu'il y avait un temps long, le produire c'était coûteux. Aujourd'hui, compte tenu du taux d'équipement des ménages avec les téléphones portables et compte tenu de notre force en numérique, on peut aujourd'hui proposer des contenus francophones d'information. Pour vous donner juste quelques chiffres, moi j'ai pris mes fonctions à président du groupe il y a 11 ans, on avait 250 000 acheteurs quotidiens. Aujourd'hui, on a 500 000 personnes qui tous les jours achètent Le Monde, que ce soit en numérique ou en papier. On a au Monde l'objectif fin 2023 d'avoir plus d'1 million abonnés, beaucoup numériques, et on pense que sur ce million, on peut en avoir 10 à 15% qui soient des abonnés africains, et notamment en Côte d'Ivoire. On pourra donc avoir accès à votre plateforme en format numérique, c'est bien cela ? Et depuis lundi, donc depuis 2 jours, en partenariat avec un opérateur local, vous pouvez maintenant vous abonner au contenu du monde.fr qui sont les contenus de référence en France. Pour vous le dire, on a aujourd'hui 400 000 abonnés numériques. Nos amis du Figaro en ont rassemblé seulement 200 000. On a cherché à avoir un tarif incitatif qui est à 3 000 francs CFA par mois, qui est nettement différent de ce qu'on produit en France, mais ce n'est pas le même marché, et on pense que développer la présence du Monde en Côte d'Ivoire et en Afrique francophone est un de nos leviers de croissance. Et à quoi doit-on s'attendre, on va dire, en termes de traitement de l'information de la part du groupe Le Monde ? Est-ce qu'il y aura une plus-value ? Alors, on a 2 choses. Sur des sujets plus généraux, comme l'international, les sujets d'environnement, de planète, qui passionnent les jeunes générations. Et pour ceux qui s'y intéressent, la politique française, avec l'échéance de l'élection présidentielle en avril 2022, vous aurez plus et mieux que ce que vous pouvez trouver ailleurs, parce qu'on a beaucoup de journalistes. Notre raisonnement au Monde est de réinvestir une partie des fruits de la croissance en développant la rédaction. La rédaction du Monde faisait 300 journalistes il y a 10 ans, elle en fait 500, elle continue à se développer. Et puis sur l'Afrique, et je sais qu'il y a une vraie appétence pour des contenus locaux, on a construit une équipe de 35 journalistes en considérant que les médias français avaient tendance à mal traiter l'Afrique, à traiter que une actualité anxiogène qui pouvait être des guerres, des catastrophes naturelles, mais que l'Afrique méritait plus et mieux, et qu'on pouvait raconter la transformation de l'économie africaine, la transformation de sa société, la culture africaine. Et c'est pour ça que je suis là, pour promouvoir cette offre du Monde envers tout le public ivoirien à qui je recommande d'essayer nos contenus, parce que c'est vraiment des contenus de grande qualité. Et parlons justement de culture. Est-ce que des pans particuliers de cette culture africaine ont été identifiés par vos services, bien sûr ? Je pense qu'on a les 35 journalistes aujourd'hui cherchent justement à traiter à la fois les pans de culture qui peuvent intéresser l'audience ivoirienne, mais aussi l'audience française. C'est-à-dire que c'est aussi des pans de culture qu'on traitait plutôt mal, faute de ressources. Là, on a beaucoup plus de journalistes, donc que ce soit les concerts, que ce soit l'activité du cinéma, que ce soit la littérature africaine, on a vocation à beaucoup mieux la traiter. Et ça, je pense que pour notre lectorat français, ce sera formidable qu'on lui ouvre des fenêtres vers l'actualité ivoirienne. Et déjà, en termes de perspective, comment croyez-vous que le lectorat ivoirien réagira vis-à-vis de cette nouvelle offre que vous lui proposez ? Est-ce que des études de prospection ont été réalisées pour justement saisir la quintessence, la façon d'appréhender, de saisir l'information qui est donnée ici en Afrique ? Je pense précisément en Côte d'Ivoire. Il y a 2 cibles. On va avoir des cibles, ce qu'on appelle en France les CSP+, donc plutôt les élites, qui cherchent à avoir plus d'informations sur l'économie internationale, sur les affaires internationales et sur la culture et sur la politique française. Donc ça, c'est une cible, et elle aura ce qu'elle cherche. Et puis, il y a une autre démarche qu'on a au Monde et qu'on a déjà en France, c'est arriver à proposer une information rigoureuse dans des formats qu'ils ont déjà adoptés à une génération plus jeune. Je vous donne un exemple. Le Monde est le premier média francophone qui est allé sur Snapchat. Aujourd'hui, on a 1 500 000 ados français qui sont abonnés au Monde via Snapchat. Et bien, ces ados-là, et on en a 800 000 sur TikTok, ces ados-là, au fur et à mesure qu'ils mûrissent, vont venir sur des contenus payants du Monde, et on aura construit une relation avec eux. Et bien, de la même manière, on va chercher en Côte d'Ivoire à montrer aux jeunes générations ce que c'est qu'une information rigoureuse, avec des formats qui seront des formats beaucoup vidéo, c'est-à-dire plus innovants et qui correspondent plus à ce qu'ils aiment, plutôt que des contenus classiques de presse écrite qui risquent de les rébuter en prime abord. Et juste pour terminer, vous dites que depuis lundi déjà, on peut avoir accès à vos contenus, c'est ça ?
D'accord. Donc n'hésitez pas. Alors, merci, monsieur Louis Dreyfus. Je rappelle que vous êtes le président du directoire du groupe Le Monde. Merci d'avoir été avec nous donc ce 13h pour nous donner l'essentiel de l'information sur votre implantation justement en Côte d'Ivoire. Merci encore. Merci à vous. Et on poursuit le cours normal de cette édition. À noter dans le fil de l'actualité cette saisie opérée par les agents de la direction régionale des douanes au poste douanier de la frontière de Takikro. Un camion contenant plus de 2 tonnes de cannabis. Le chauffeur et ses 2 apprentis ont pris le chemin du buisson pendant que les agents des douanes procédaient à la fouille du camion qui provenait du Ghana voisin. C'est ce que nous dit Herman Yamia. Véritable coup de filet des éléments des douanes du bureau de Takikro, localité située à environ 35 km d'Anibilekou. Plus de 2 tonnes de cannabis saisies dans un véhicule qui s'est pourtant présenté vide au poste de contrôle. Le véhicule d'environ 17 tonnes en provenance du Ghana, portant d'ailleurs la plaque d'immatriculation de ce pays voisin, arrive au poste de contrôle douanier de Takikro. Les agents des douanes en service ce jour-là procèdent au contrôle de routine. Ils constatent que le véhicule est vide et pourtant, le conducteur leur tend une enveloppe, somme que les agents refusent avec politesse et décident en ce moment de fouiller le camion de fond en comble. C'est là qu'ils découvrent la marchandise enfouie dans la toiture et dans le pare-choc du camion. L'intérieur du camion était vide, comme on l'a dit, mais ils ont pris le soin quand même de monter. Parce qu'il y avait une trappe, c'est ça, il y avait une trappe sur le camion et ils ont ouvert la trappe. Et lorsqu'ils ont ouvert la trappe, ils se sont rendus compte qu'il y avait un fond. Donc c'est ce fond qui a été ouvert. À leur grande surprise, ils ont vu des plaquettes de cannabis à l'intérieur. Ce sont 1301 plaquettes de cannabis évaluées à plus de 61 millions de francs CFA pour un poids total de 2 tonnes 81 kg qui ont été saisies par les agents du bureau des douanes de Takikro, localité distante du Ghana d'à peine 3 km. Tout en exprimant sa satisfaction pour cette prise, le directeur régional des douanes du Moyen Komoué a invité ses collaborateurs à plus de vigilance pour, dit-il, traquer ces fossoyeurs de l'économie nationale selon les instructions du directeur général des douanes ivoiriennes. Ces agents auxquels des personnes se présentent pour juste des contrôles de routine et qui leur font des propositions financières, ils sont seuls, mais ils sont conscients que naturellement, il y a certains actes dans lesquels ils ne doivent plus jamais tomber. Et ils refusent vraiment avec beaucoup de civisme d'ailleurs. Et ils se mettent à faire le travail comme il se doit. Et je crois que c'est ce qui a félicité. Pendant que les agents des douanes procédaient à la fouille systématique du véhicule, le conducteur et son acolyte ont eu le temps qu'il fallait pour se fondre dans la nature. Précisons que toutes les dispositions en matière douanière sont en cours quant au sort réservé aux véhicules et les marchandises saisies. Et en attendant que ces fuyards soient éventuellement retrouvés, regardons ensemble à la cérémonie d'ouverture de la 13e édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui a eu lieu à Abidjan autour du thème « Entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, écosystème inclusif et dynamique ». Objectif de cette semaine, susciter des vocations entrepreneuriales et apporter des mesures de solutions pour développer ce secteur. Une initiative du ministère en charge de la promotion des petites et moyennes entreprises en collaboration avec Jocolabs, représentant du Global Entrepreneurship Week en Côte d'Ivoire. Marie-Ange Kouakou, Didier Nguessan. Inspirer la jeunesse afin d'explorer sa capacité d'innovation au profit de l'entrepreneuriat. La Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, la 6e du genre en Côte d'Ivoire, offre cette opportunité au regard de l'écosystème inclusif et dynamique de l'économie ivoirienne. Il faut se lancer, il faut avoir l'audace d'y croire en soi déjà pour commencer. Il y aura des échecs, il y aura des difficultés, mais rien n'est facile. Et tout ce qui est facile n'est pas périn. Donc c'est dans la difficulté que normalement quelque chose de beau pourra sortir. Et moi j'encourage tous les Ivoiriens à se lancer dans l'entrepreneuriat parce que c'est la clé de la réussite. Félix Anoblé, parrain de ces partages d'expériences, invite les jeunes à créer des micro-entreprises pour le développement du pays. Vous qui avez décidé d'entreprendre, sachez une chose, vous devez être une nouvelle génération d'entrepreneurs pour la Côte d'Ivoire nouvelle que veut le président Alassane Ouattara. La Semaine mondiale de l'entrepreneuriat réunit chaque année en novembre environ 10 millions de personnes dans 170 pays à travers le monde. Informer les représentants des collectivités du nord de la Côte d'Ivoire sur la disponibilité du fonds spécial destiné à la jeunesse menacée par le terrorisme. Voici le sens de la rencontre initiée par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle du service civique, Mamadou Touré, avec les élus et cadres des régions du Bounkani, du Tchologo, de la Bagoué. Les précisions de Jean-Marc Djadji. Le ministre Mamadou Touré, en séance de travail avec les élus du Bounkani, du Tchologo et de la Bagoué.
Ces députés et présidents de conseils régionaux sont sensibilisés sur le fonds spécial destiné aux jeunes ressortissants de leur localité. 2 milliards de francs CFA seront disponibles dès fin novembre pour financer 3 680 jeunes porteurs de projets dans ces localités. Objectif de cette initiative, éloigner ces jeunes en proie au terrorisme. Au cours de plus de 2 heures d'échange, les élus de ces 3 régions ont pu proposer des actions. En occupant ces jeunes, en les amenant à travailler, en les autonomisant, en faisant reculer la pauvreté, en créant des richesses auprès pour ces populations jeunes-là, nous nous donnons toutes les chances, n'est-ce pas, de reculer toute menace, y compris la menace terroriste. Moi, je pense qu'avec ce projet-là, les jeunes seront épargnés de l'enrôlement de ces djihadistes-là. Le ministre Mamadou Touré a invité ses cadres à s'impliquer dans ce projet pour l'autonomisation des jeunes et le recul du terrorisme dans leur collectivité. Ça a été aussi pour nous l'occasion d'apprendre. Donc nous avons beaucoup écouté, nous avons beaucoup appris parce que nous aurons pu nous asseoir à Abidjan pour faire des projets tout faits, les amener sur le terrain alors que ce n'est pas adapté aux réalités des régions et des jeunes. Et donc l'expérience, la grande expérience de ces élus dans l'encadrement des populations nous a permis donc de bien comprendre la situation et nous permettra de mieux réorienter certains projets pour que cela ait un impact sur les jeunes. À terme, avec le programme social du gouvernement, sur la période 2022-2024, ce projet s'étendra en plus de ces 3 régions aux zones du Poro, du Folon et du Kapadougou. Ce sont plus de 42 000 jeunes qui seront pris en compte pour un coût total de 23 milliards de francs CFA. Crise économique et sociale en Afrique, quelle proposition de solution de l'économie islamique? C'est le thème d'un panel organisé par un cabinet islamique. Objectif de ce cadre d'échange, favoriser la compréhension des enjeux et stratégies facilitant le développement d'une véritable industrie de l'économie islamique en Afrique. Marie-Ange Kouakou, Cheikh Koné. Accéder à des opportunités de formation pour développer une expertise dans l'économie islamique et faire partie d'un vaste réseau d'acteurs de l'industrie de la finance islamique. C'est l'objet de ce panel, un cadre d'échange qui a réuni des étudiants et des acteurs du secteur privé et public pour s'informer sur les avantages de cette finance. En termes d'opportunités, c'est vraiment le financement des petites et moyennes entreprises au niveau de nos économies. Parce que vous savez, ces PME n'ont pas forcément des structures financières qui puissent leur permettre d'avoir accès aux services financiers comme établis par la finance conventionnelle. Et avec des modèles, par exemple, de partage de risques et de profits, les modèles, par exemple, de liaison en fait, de l'économie réelle avec les marchés financiers, ces PME peuvent avoir accès, je veux dire, à d'autres modèles de financement qui puissent leur permettre de se développer. L'économie islamique enregistre ces dernières années une embellie au niveau mondial. Elle offre de réelles opportunités. Selon le rapport de stabilité 2021 de l'Islamic Financial Services Board, IFSB, les actifs de l'industrie de la finance islamique sont estimés à 2700 milliards de dollars en 2020. L'Afrique de l'Ouest ne détient que 5% des actifs de la finance islamique. Les années à venir s'annoncent fastes pour la finance islamique. Toutefois, pour exploiter tout le potentiel offert par la finance islamique, les pays africains doivent adopter leur système financier et leur cadre juridique. La finance islamique ne s'adresse pas uniquement aux 1,5 milliard de musulmans dans le monde. Plusieurs pays occidentaux s'y intéressent car elle présente des caractéristiques intéressantes en matière de transparence et de régulation bancaire. Comment évolue la Covid-19 en Côte d'Ivoire? Eh bien, la réponse à cette question, c'est dans un instant via le point journalier. Le dernier point révèle que le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier mardi 16 novembre 2021 9 nouveaux cas de Covid-19 sur 1389 échantillons prélevés, soit 0,6% de cas positifs, 27 guéris et 0 décès. À la date donc du 16 novembre 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 61 523 cas confirmés, dont 60 446 personnes guéries, 702 décès et 375 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 124 382 le 15 novembre. 44 350 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 3 907 338 doses du 1er mars au 15 novembre. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes, rappelons-le, de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19
qui, rappelons-le, est gratuite et volontaire. On continue de parler de santé avec l'AIBF, l'association ivoirienne pour le bien-être familial, avec la participation de l'UNFPA qui a procédé à la formation d'une centaine de jeunes sur la sexualité saine. Le thème choisi pour cette année est l'éducation à la santé, à la vie saine, pour une jeunesse saine et responsable. Les précisions de Marie-Loïs Thierry-Roux et Jean-Marc Djadji. 150 jeunes âgés de 14 à 25 ans instruits à la sexualité saine et au leadership. Une initiative de l'association ivoirienne pour le bien-être familial dans les localités de Mans, Bondoukou et Bouaké. Ces camps ont été une opportunité pour ces jeunes d'avoir un espace de discussion sur les questions liées à la sexualité. Nous, au niveau de l'AIBF, étant déjà les pionniers dans le domaine de la santé et de la reproduction en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas restés en marge. Nous avons initié plusieurs activités de sensibilisation, de causeries éducatives, jusqu'à ce que nous ayons l'idée d'organiser le camp de vacances physiques. Donc ce camp a pour objectif de pouvoir doter les adolescents et jeunes de valeurs, de compétences à travers les informations qu'on leur donne, afin de pouvoir faire de ces derniers-là des ambassadeurs de comportements sexuels sains et responsables dans nos différentes sociétés. Au menu, plusieurs modules de formation comme la sexualité saine, les violences basées sur le genre, et les TIC et innovation. Lors de l'animation de ces différentes thématiques, nous avons pu voir que les jeunes étaient beaucoup concentrés et ils ont eu à acquérir un maximum d'aptitudes et de connaissances sur ces différents thèmes, histoire de pouvoir avoir une sexualité saine. 20,8% des jeunes de 15 à 19 ans ont eu des rapports sexuels avant leur 15e anniversaire, selon une enquête démographique de la santé en Côte d'Ivoire. Les actions de lutte contre les grossesses en milieu scolaire ont permis d'atténuer le phénomène, mais le taux reste toujours important. Et dans l'actualité internationale, au Niger, organisé par l'Union africaine et les Nations unies, le 3e sommet des filles africaines s'est ouvert hier mardi 16 novembre à Niamey en présence du président Mohamed Bazoum. Il s'étendra sur 3 jours, un sommet pour se pencher sur les violences auxquelles les jeunes filles sont confrontées sur le continent, comme les mariages précoces ou les mutilations génitales, pour tenter de trouver des solutions durables à ces problèmes. Marquons à présent une pause et regardons dans le rétroviseur pour ce qui concerne les 40 ans d'existence de la pouponnière Les Anges d'Adiaké, créée par le cardinal Bernard Yago pour venir en aide dans la région du Sud Comoé aux enfants brous rejetés par leurs parents. Précisément, ce n'est en 10e position suivant l'ordre de naissance. Plusieurs dons ont été faits à l'établissement dans le cadre de la célébration de ces 40 ans. Lansina Ouattara. Jubilé d'émeraude pour la pouponnière Les Anges d'Adiaké, créée en novembre 1981 avec le soutien de la congrégation italienne des Sœurs des Pauvres. Le 10e enfant et puis les enfants handicapés étaient jetés dans les brousses. Avec cet amour pour ces enfants et cette peine qu'ils portaient, ils ont demandé aux Sœurs des Pauvres qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Et c'est là qu'ils ont créé la pouponnière ici. Une série d'activités au menu de cette célébration des 40 ans de la pouponnière, dont une messe d'action de grâce au cours de laquelle plusieurs dons ont été faits. Moment de réjouissance et de témoignage d'amour pour ces enfants. Les premiers pensionnaires, il y en a qui sont grands, connaissant leur histoire, qui passent dans nos structures pour faire des dons. Et c'est une grande joie pour nous. Une même est passée célébrer son mariage. Elle a été adoptée en Europe. Elle a voulu célébrer son mariage au sein de la pouponnière pour partager sa joie avec les autres. C'est vraiment une grande fierté. Ceux dont nous avons les nouvelles, beaucoup parmi eux ont réussi. 40 ans après, un sentiment de satisfaction des sœurs, mais aussi un appel aux bonnes volontés pour permettre à la pouponnière de continuer d'apporter de l'espoir aux enfants. Les besoins se nomment en dehors des besoins alimentaires récurrents, quotidiens que nous avons besoin d'un moyen de transport. On n'a pas de voiture adaptée à la pouponnière. Parrain des 40 ans du centre, le député maire d'Adiaké, Yensie Yakouba, est l'un des donateurs assidus. C'est un devoir pour nous de poursuivre cette œuvre-là, cette œuvre au service de l'enfance, cette œuvre au service de l'avenir de notre pays, parce que les enfants que nous sauvons, qui nous aident aujourd'hui à s'en sortir, c'est sûrement les bras valides des mecs qui travailleront pour la Côte d'Ivoire, pour l'économie de la Côte d'Ivoire. Mon épouse et moi, nous le faisons, mais nous avons conscience que nous n'en faisons pas assez, nous ne pouvons pas faire ça seuls. C'est pour ça que nous n'hésitons pas souvent à interpeller par rapport à nos carnets d'adresse d'autres possibilités et d'autres bonnes volontés. En 4 décennies d'existence, la pouponnière a accueilli près d'1 millier d'enfants, orphelins ou abandonnés.
Et des actions de soutien à ces centres qui seront encouragées. C'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.